9h17, le 23 juillet 1943, le commandant Alexis Volkov ne croyait pas ses yeux. Il se tenait dans la cour du Stalag 326, sa vareuse soviétique en lambeaux, maculée de sang. Il s'attendait à des coups, à des humiliations, peut-être même à la mort. Au lieu de cela, le commandant allemand du camp, le colonel Guillaume Schneider, le salua militairement, correctement, pas avec ironie, pas avec mépris, mais avec un véritable respect pour le grade d'un officier ennemi. À cet instant précis, Volkov comprit quelque chose qui remettait en question tout son endoctrinement idéologique. Tous les ennemis n'étaient pas des monstres. L'honneur militaire pouvait parfois être plus fort que la haine idéologique. Cette histoire a été étouffée pendant des décennies. En Union soviétique, il était interdit de dire que des Allemands avaient pu vous respecter en Allemagne après la guerre. Personne ne voulait parler des camps de prisonniers, mais la vérité existe dans des journaux intimes, dans des lettres, dans des témoignages de milliers de prisonniers de guerre soviétiques qui ont vécu quelque chose d'impossible, le respect allemand pour les uniformes soviétiques, l'honneur militaire au milieu de la guerre la plus brutale de l'histoire. Ce que vous allez entendre maintenant est basé sur des documents déclassifiés, sur des entretiens avec des survivants, sur des journaux de camp qui n'ont été révélés qu'au cours des 20 dernières années. Et cela vous forcera à repenser tout ce que vous pensiez savoir sur le front de l'Est. Volkov n'était pas le seul. Il y a eu des centaines de cas documentés, mais laissez-moi commencer par lui, parce que son histoire montre à quel point le choc a été profond. Il était commandant dans l'armée rouge, avait combattu la Wehrmacht à Stalingrad, avait vu ses hommes mourir, avait obéi à des ordres de ne pas faire de prisonniers, et pendant des mois, il avait entendu dire que les Allemands traitaient les prisonniers soviétiques comme des animaux, qu'ils les laissaient mourir de faim, qu'ils les exécutaient. Lorsque son char T-34 a été touché par l'artillerie allemande le 22 juillet, il a pensé « c'est la fin ». Son équipage était mort. Lui-même souffrait de brûlures au second degré au bras gauche. L'infanterie allemande encerclait le char en flammes. Un sous-officier de la Wehrmacht cria en russe « Sortez !» les mains en l'air. Volkov rampa hors du char, s'attendant à une balle dans la nuque. Au lieu de cela, un infirmier allemand lui fit immédiatement des bandages. Puis un lieutenant remarqua les insignes de grade sur l'uniforme brûlé de Volkov. Il appela un camarade. « C'est un commandant. Traitez-le selon son rang. » Volkov ne comprenait que des bribes d'allemand, mais le ton était inéquivoque. Ce n'était pas de la moquerie, c'était du respect. Et puis, alors qu'il l'emmenait à l'hôpital de campagne, il s'est passé quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Un capitaine allemand qui inspectait l'hôpital le vit, reconnut son grade et le salua. Volkov, à moitié inconscient de douleur et de choc, rendit automatiquement le salut. Et à ce moment-là, il pensa « ça n'a aucun sens, ça contredit tout ce qu'on m'a appris, mais ce n'était que le début. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'était si incroyable. Le front de l'Est n'était pas une guerre normale. Staline avait ordonné « pas de pitié pour les envahisseurs allemands ». Hitler avait ordonné « les soviétiques sont des sous-hommes, pas de droit selon la Convention de Genève ». C'était une guerre d'anéantissement. Les deux camps avaient entraîné leurs soldats à considérer l'ennemi comme moins qu'humain. Et pourtant, dans les camps de prisonniers de guerre allemands, comme le Stalag 326, le Stalag 6A, l'Oflag 13A, des règles existaient. La tradition militaire allemande disait « un officier est un officier, quelle que soit sa nation ». Un soldat en uniforme mérite le respect, même s'il est un ennemi. Cette tradition était plus forte que la propagande nazie. Pas partout. Pas toujours, mais plus souvent que vous ne le pensez, les chiffres sont glaçants. Sur les quelques 5,7 millions de prisonniers de guerre soviétiques tombés aux mains des Allemands, environ 3,3 millions sont morts de faim, de maladie ou d'exécution. C'est une tragédie d'une ampleur inimaginable, mais cela signifie aussi
2,4 millions ont survécu. Et parmi ces survivants, des milliers ont rapporté la même chose dans des entretiens d'après-guerre. Ils s'attendaient à mourir, mais que les soldats allemands ont souvent placé l'honneur militaire au-dessus de la haine idéologique. Volkov a été transporté au Stalag 326 en Westphalie. Le voyage a duré 3 jours dans un wagon à bestiaux, entassé avec d'autres prisonniers. Peu d'eau, pas de nourriture. Il pensa, ça y est, maintenant, ils vont nous laisser mourir de faim, comme dans les histoires. Lorsque les portes du wagon s'ouvrirent, la première chose qu'il vit furent des gardes allemands en uniforme correct, formant une haie. Le commandant du camp, le colonel Schneider, se tenait sur une petite estrade et parlait par l'intermédiaire d'un interprète. Il dit « Vous êtes maintenant prisonnier de guerre du Reich allemand, vous serez traité selon les règles de l'honneur militaire. Les officiers seront logés séparément des hommes de troupe. Vous ne serez pas forcés de travailler, comme le prévoit la Convention de Genève. Les hommes de troupe travailleront, mais dans des conditions équitables. Quiconque tente de s'échapper sera puni, mais pas exécuté, à moins qu'il n'attaque des gardes. » Volkov resta là, incrédule. Cela semblait trop beau pour être vrai. Il attendait le piège, la cruauté qui allait suivre. Mais elle ne vint pas. Il fut conduit dans une baraque séparée pour les officiers. Il y avait déjà des commandants soviétiques, des lieutenants-colonels, même 2 colonels. La baraque avait des lits avec des matelas, pas luxueux, mais pas le seul nu qui l'attendait. Il y avait une petite bibliothèque avec des livres russes, fournis par la Croix-Rouge internationale. Il y avait même un poêle pour l'hiver. Un des autres commandants, un homme nommé Dimitri Sokolov, lui dit « Tu n'y crois pas, n'est-ce pas? Moi non plus. Quand je suis arrivé, mais c'est réel. Ils nous traitent comme des officiers, pas comme des amis. Ne te méprends pas. » Mais comme des soldats qui ont fait leur devoir, Volkov demanda « Pourquoi? Pourquoi font-ils ça ?» Sokolov répondit « Tradition militaire. Les officiers allemands sont souvent de la vieille école, issus de familles avec une longue histoire militaire. Pour eux, un officier est un officier, qu'il soit russe, britannique ou français. Ils méprisent parfois l'idéologie nazie plus que nous. » Ce fut une révélation. Volkov avait pensé que tous les Allemands étaient des nazis. Il n'avait pas compris qu'au sein de la Wehrmacht, il existait un conflit entre les anciennes élites militaires et les nouveaux fanatiques nazis, et que dans les camps de prisonniers de guerre, loin de la ligne de front, les anciennes élites avaient souvent le pouvoir. Le lendemain matin, lors de l'appel dans la cour, il se passa quelque chose que Volkov n'oublierait jamais. Le colonel Schneider parcourut les rangs des officiers. Lorsqu'il atteignit Volkov, il vit les brûlures sur son bras, qui n'avaient été que sommairement bandées. Il appela un médecin, pas un infirmier, un vrai médecin, avec le grade de capitaine. Le médecin examina le bras d'Alexis Volkov et dit à Guillaume Schneider « Il faut soigner ça correctement, sinon il y a un risque d'infection grave. » Je l'emmène à l'infirmerie. Guillaume Schneider acquiesça, puis dit à Alexis Volkov dans un russe hésitant « Bon rétablissement, commandant. » Nous ne sommes pas des barbares. Alexis Volkov fut emmené à l'infirmerie du camp, où il fut soigné pendant 3 semaines. Les soins médicaux n'étaient pas parfaits, les ressources limitées, mais il reçut des antibiotiques, des pansements propres, et même des antidouleurs. Le médecin, le docteur Hans Müller, parlait un peu russe et lui confia lors d'un soin « J'ai étudié en Russie, avant la guerre, à Moscou. J'ai des amis russes. Cette guerre est une folie. » Alexis Volkov demanda prudemment « Alors pourquoi vous battez-vous » Müller répondit « Parce que je suis un soldat, parce que mon pays m'a appelé. Mais je n'oublierai jamais que mon ennemi est aussi un être humain. C'est la différence entre un soldat et un assassin. » Pendant les mois qui suivirent, Alexis Volkov observa attentivement la dynamique du camp. Ce qu'il vit contredisait tout ce que la propagande soviétique lui avait enseigné. Il n'y avait pas de cruauté systématique, pas de torture,
Pas d'exécutions arbitraires. Au lieu de cela, il y avait des règles. Tous les matins à 6 heures, il y avait l'appel. Les gardes allemands étaient ponctuels. Les ordres étaient clairs. Après l'appel, les hommes de troupe allaient travailler, la plupart du temps dans l'agriculture ou dans des usines à proximité. Les officiers restaient au camp. Ils organisaient entre eux des cours de langue, des parties d'échecs et même des représentations théâtrales. La nourriture était suffisante, pas abondante, mais assez pour ne pas mourir de faim. Il y avait du pain, des pommes de terre, parfois de la soupe avec de la viande. Les rations correspondaient à peu près à celles de la population civile allemande qui souffrait elle-même de rationnement. La Croix-Rouge internationale livrait en plus des colis avec des conserves, des cigarettes, du chocolat. Mais ce qui impressionna le plus Alexis Volkov, c'était le respect des grades militaires. Les gardes allemands saluaient les officiers soviétiques, pas toujours avec enthousiasme, mais ils le faisaient. Le commandant du camp, Guillaume Schneider, y tenait. Il avait dit une fois lors d'une inspection à ses gardes, « Ces hommes se sont battus pour leur pays, tout comme nous. Ils ont fait leur devoir. Traitez-les avec le respect que vous attendriez vous-même si les rôles étaient inversés. » Il y avait bien sûr des exceptions. Il y avait des gardes allemands qui méprisaient les prisonniers soviétiques, qui les maltraitaient, qui essayaient de les humilier. Mais Guillaume Schneider ne tolérait pas cela. Alexis Volkov entendit parler d'un cas où un sous-officier avait frappé un lieutenant-colonel soviétique. Guillaume Schneider fit rétrograder le sous-officier et le renvoya au front. Le message était clair. Ici, les normes militaires s'appliquent. Au cours de l'hiver 1943, le camp fut frappé par une épidémie de grippe. Les températures chutèrent à moins 15 degrés Celsius. Des dizaines de prisonniers tombèrent malades, soviétiques et allemands confondus. L'infirmerie était surpeuplée. Le docteur Müller travaillait sans relâche, parfois 20 heures d'affilée. Alexis Volkov, dont le bras était désormais guéri, se porta volontaire pour aider à l'infirmerie. Guillaume Schneider l'y autorisa. Mais avant de continuer à parler d'Alexis Volkov, laissez-moi vous parler d'un autre cas qui montre la profondeur de ce respect. Le capitaine Igor Petrov, un commandant de chars soviétique, fut fait prisonnier en août 1943, après une bataille près de Koursk. Son unité entière avait été anéantie. Lui-même avait de graves blessures à la jambe. Lorsque les secouristes allemands le trouvèrent, il était couché dans le No Man's Land depuis 2 jours. Sans eau, délirant de douleur, ils l'emmenèrent immédiatement à leur hôpital de campagne. Là, un chirurgien allemand, le médecin-chef Ernst Hoffmann, remarqua la médaille de héros sur l'uniforme déchiré d'Igor Petrov. La médaille avait été décernée pour un courage exceptionnel. Ernst Hoffmann tint la médaille un instant dans sa main, puis la posa délicatement à côté de la tête d'Igor Petrov sur la table d'opération. Il dit à son équipe « Cet homme est un héros. Même s'il est notre ennemi, nous allons tout faire pour sauver sa jambe. » L'opération dura 4 heures. Ernst Hoffmann n'amputa pas. Bien que cela aurait été plus simple, il reconstruisit les tissus détruits, fixa les os brisés avec des broches métalliques, sutura les artères déchirées. Quand Igor Petrov se réveilla, des jours plus tard, il pouvait encore bouger sa jambe. Ernst Hoffmann lui rendit visite pendant sa convalescence. Il parlait un russe hésitant. Juste assez pour dire « Votre médaille, je l'ai gardée. Un soldat doit garder ses décorations, même en captivité. » Igor Petrov pleura, pas de douleur, d'incrédulité. Il s'attendait à être traité comme un sous-homme, comme le prétendait la propagande. Au lieu de cela, un médecin allemand avait sauvé sa jambe et respecté son honneur. Des années plus tard, en 1975, Igor Petrov découvrit qu'Ernst Hoffmann avait travaillé comme chirurgien à Hambourg après la guerre. Il lui écrivit une lettre. Ernst Hoffmann répondit. Ils correspondirent jusqu'à la mort d'Ernst Hoffmann en 1989. Dans l'une de ses lettres,
Ernst Hoffmann écrivit « J'ai opéré des centaines de personnes pendant la guerre, des Allemands, des Russes et des Britanniques. Sur la table d'opération, nous sommes tous les mêmes, seulement de la chair et du sang, et la volonté de survivre. » Retour à Alexis Volkov, à l'infirmerie, en hiver 1943. Alexis Volkov aida à soigner les malades, à distribuer les médicaments, à prendre la température. Il travailla côte à côte avec des infirmiers allemands. Et il apprit quelque chose de fondamental. La maladie ne fait pas de distinction. Un soldat soviétique fiévreux et un soldat allemand fiévreux se ressemblent exactement. Tous les deux ont besoin d'eau, de médicaments, de repos. Tous les deux ont peur de mourir. Tous les deux pensent à leur famille, à la maison. Une nuit, alors qu'Alexis Volkov était assis, épuisé, sur une chaise à l'infirmerie, le docteur Müller s'assit à côté de lui. Ils fumèrent ensemble une cigarette en silence. Puis, Müller dit « Savez-vous ce qui est le plus triste dans cette guerre ? Ce ne sont pas les morts. Les morts ne savent plus qu'ils sont morts. Le plus triste, c'est que nous sommes tous obligés de nous considérer comme des ennemis, alors que, dans d'autres circonstances, nous aurions pu être amis. » Alexis Volkov y pensa longtemps, et il réalisa, Müller avait raison, lui-même avait tué des soldats allemands. Il le referait s'il était libéré et renvoyé au front. Mais cela ne changeait rien au fait que ces hommes n'étaient que des soldats qui suivaient des ordres, qui faisaient leur devoir. Au printemps 1944, le camp reçut la visite de représentants de la Croix-Rouge internationale. Ils inspectèrent les baraquements, parlèrent aux prisonniers, vérifièrent la nourriture. Alexis Volkov fut choisi comme l'un des porte-parole des officiers soviétiques. L'inspecteur suisse lui demanda en russe « Êtes-vous maltraité ici? Êtes-vous battu? Êtes-vous affamé ?» Alexis Volkov répondit honnêtement « Non, nous sommes traités correctement. Les Allemands respectent la Convention de Genève. La nourriture est rare mais suffisante. Il n'y a pas de cruauté systématique. L'inspecteur a tout noté scrupuleusement. » Plus tard, Alexis Volkov apprit que, dans le rapport, le camp de prisonniers 326 était classé parmi les camps les mieux gérés pour les prisonniers de guerre soviétiques. Cela ne voulait pas dire qu'il était parfait, mais cela signifiait que l'honneur militaire existait là où il ne devrait, en principe, pas s'exister. Durant l'été 1944, alors que les Alliés débarquaient en Normandie et que l'armée rouge progressait à l'Est, tous, dans le camp, savaient que l'Allemagne allait perdre la guerre. L'ambiance parmi les gardes allemands devint plus tendue, mais la discipline resta. Guillaume Schneider dirigea le camp jusqu'à la fin, selon les mêmes principes. Alexis Volkov écrivit dans son journal qu'il tenait secrètement. « Si nous gagnons, et si je rentre chez moi, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu ici. Je n'oublierai jamais que tous les Allemands n'étaient pas des monstres, que l'honneur militaire peut être plus fort que l'idéologie, que l'humanité peut survivre, même dans la guerre la plus sombre. » Mais il savait aussi qu'il ne pourrait jamais dire cette vérité publiquement. En Union soviétique, il serait considéré comme un traître s'il avouait que des Allemands l'avaient respecté. La ligne officielle était « les Allemands étaient bestiaux ». Fin de la discussion. Lorsque le camp fut libéré par les troupes américaines le 2 avril 1945, Alexis Volkov fut l'un des premiers à sortir. Les soldats américains furent surpris de trouver des officiers soviétiques dans un état relativement bon. L'un d'eux lui demanda « Comment les Krauts vous ont-ils traité ?» Alexis Volkov répondit avec prudence « Mieux que prévu. » L'Américain rit. « Vous, les Russes, avez eu de la chance. Nous avons vu d'autres camps où les nazis traitaient les prisonniers comme du bétail. » Alexis Volkov acquiesça. Il savait qu'il avait eu de la chance. Mais il savait aussi que ce n'était pas seulement de la chance. C'était la décision d'hommes comme le colonel Schneider de faire passer l'honneur militaire avant l'idéologie nazie. Des années plus tard, en 1962,
Alors qu'Alexis Volkov était à la retraite et vivait à Moscou, il lut dans un journal que Guillaume Schneider était mort. L'article était petit, presque caché, mais il mentionnait qu'après la guerre, Guillaume Schneider avait été défendu par d'anciens prisonniers qui témoignaient qu'il les avait traités correctement. Il n'avait jamais fait l'objet d'accusations de crimes de guerre. Alexis Volkov écrivit une lettre à la veuve de Guillaume Schneider en Allemagne. Il écrivit « Votre mari m'a sauvé la vie, pas seulement physiquement, mais aussi mon âme. Il m'a montré que les ennemis peuvent avoir du respect, que les soldats peuvent avoir de l'honneur, même en temps de guerre. Je lui serai éternellement reconnaissant. » Il ne reçut jamais de réponse. Peut-être la lettre n'arriva-t-elle jamais. Peut-être la veuve ne voulait-elle pas répondre. Mais pour Alexis Volkov, il était important d'avoir écrit cela. C'était sa façon de témoigner. D'autres prisonniers de guerre soviétiques avaient vécu des expériences similaires. Pas tous, loin de là, mais suffisamment. Pour que, si l'on consulte aujourd'hui les archives russes, on trouve des centaines de témoignages. Un lieutenant-colonel nommé Pavel Ivanov rapporta après la guerre « Quand je suis arrivé à l'Oflag 13A, je m'attendais à être fusillé. Au lieu de cela, le commandant allemand m'a donné une couverture et m'a dit « Vous avez combattu courageusement. Cela mérite d'être reconnu, même si vous étiez notre ennemi. » Un commandant nommé Sergueï Petrov écrivit dans son journal « Les gardes allemands ici sont stricts, mais justes. Ils suivent des règles. C'est plus que je ne peux en dire de certains officiers soviétiques que j'ai connus. » Un lieutenant nommé Andreï Kuznetsov raconta à un historien dans les années 1990 « Le plus étrange, c'est que les Allemands respectaient nos uniformes. Si un officier arrivait avec des décorations, ils le regardaient avec une sorte de révérence. Ils ne disaient pas grand-chose, mais on le voyait dans leurs yeux. Ils comprenaient que ces décorations représentaient de vraies batailles, un vrai courage. Le traitement n'était bien sûr pas le même partout. Dans les camps gérés par le personnel SS, la situation était souvent épouvantable. Là, l'idéologie nazie primait sur la tradition militaire. Des milliers de prisonniers de guerre soviétiques ont été exécutés, affamés ou tués à force de travail. Mais dans les camps gérés par des officiers réguliers de l'armée allemande, en particulier ceux issus de l'ancien corps des officiers prussiens, il y avait souvent cet étrange mélange de captivité et de respect. C'était toujours la guerre, c'était toujours la captivité, mais ce n'était pas de la pure cruauté, ce ne sont pas seulement des statistiques tirées d'archives poussiéreuses, ce sont des moments qui montrent que l'humanité peut survivre, même dans la guerre la plus sombre, de vraies personnes, de vraies surprises, une vraie réconciliation. Mon grand-père était prisonnier de guerre. Il m'a parlé d'un garde allemand. Il lui a secrètement donné une cigarette un jour et lui a dit « Pour mon frère, qui est tombé en Russie, il aurait voulu que je reste humain. Si ces histoires sont importantes pour vous, si la préservation de cette histoire complexe est importante, alors soutenez Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Cela soutient directement l'accès à plus de témoignages de témoins, plus de documents d'archives, avant que nous ne les perdions à jamais. Chaque Super Thanks m'aide à passer des semaines dans les archives. Au lieu de créer des clickbait, il s'agit d'honorer tous les aspects de l'histoire. Après la fin de la guerre, le destin de ces prisonniers de guerre fut souvent tragique. De nombreux soldats soviétiques qui revenaient de captivité allemande étaient considérés avec méfiance par le régime de Staline. On les soupçonnait d'être des collaborateurs, des espions, des traîtres. Certains furent envoyés dans les camps du goulag soviétique, ironiquement souvent dans des conditions pires que celles qu'ils avaient connues dans les camps allemands. Alexis Volkov eut plus de chance. En tant qu'officier supérieur ayant de bonnes relations, il fut réhabilité et put poursuivre sa carrière militaire, mais plus jamais au front.
Il devint instructeur dans une académie militaire. Mais il ne parla jamais publiquement de son séjour en captivité allemande. C'était trop dangereux. Ce n'est que dans les années 1990, après la chute de l'Union soviétique, que les historiens commencèrent à rassembler ces histoires. Ils interviewèrent de vieux hommes, lurent des journaux oubliés, trouvèrent des lettres dans des greniers, et lentement, une image plus complexe de la guerre émergea. L'un des documents les plus émouvants est une photo de groupe du camp de prisonniers 326, prise en décembre 1943. Elle montre des officiers soviétiques et allemands ensemble. Lors d'une fête de Noël, les officiers soviétiques avaient proposé d'organiser une cérémonie orthodoxe russe, et les officiers allemands avaient accepté, allant même jusqu'à aménager une petite chapelle dans le camp pour cela. Sur la photo, on voit Alexis Volkov, Guillaume Schneider, le docteur Müller, d'autres officiers. Ils ne sourient pas largement. Ce n'est pas une fête joyeuse. Mais leurs visages montrent autre chose. Un respect mutuel, la reconnaissance que tous étaient des hommes en uniforme, accomplissant leurs devoirs, pris au piège d'une guerre qu'ils n'avaient pas commencée. Un officier allemand, le capitaine Friedrich Weber, écrivit dans son journal ce jour-là « Aujourd'hui, nous avons célébré Noël avec nos prisonniers russes. Cela semblait juste. Dans cet instant, nous n'étions pas des ennemis, mais seulement des soldats. Loin de chez nous, aspirant tous à la paix, ces moments étaient rares, mais ils existaient, et ils prouvent quelque chose d'important, que même dans une guerre d'anéantissement idéologique, les hommes peuvent préserver leur humanité, s'ils le décident. La tradition militaire de respecter les uniformes ennemis a des racines profondes dans l'histoire européenne. Elle remonte à la chevalerie du Moyen-Âge, au code qui voulait qu'un chevalier, même vaincu, soit traité comme un chevalier. Cette tradition a survécu jusqu'au XXe siècle, surtout chez les officiers issus de vieilles familles militaires. En Prusse, le cœur historique de l'armée allemande, ce code était enseigné avec intensité. Un officier était plus qu'un commandant. Il était porteur d'honneur, de discipline, de devoir. Et une partie de cet honneur était « on traite les ennemis vaincus avec dignité ». Le colonel Schneider était issu d'une telle famille. Son père avait été officier pendant la Première Guerre mondiale, son grand-père pendant la guerre de 1870. Pour lui, les idéologues nazis étaient des parvenus sans tradition militaire. Il obéissait à leurs ordres autant que nécessaire. Mais dans son camp de prisonniers, il menait la vie régimentaire selon les anciennes règles. Cette attitude n'était pas unique. Beaucoup d'officiers de la Wehrmacht, qui dirigeaient les camps de prisonniers, la partageaient. Cela a conduit à une étrange dichotomie. Sur le front, on se battait brutalement, sans pitié. Mais derrière le front, dans les camps de prisonniers, une autre norme s'appliquait souvent. Bien sûr, il y avait des limites. Les soldats allemands menaient toujours une guerre de conquête. Des millions de civils sont morts à cause de la politique allemande. Des crimes de guerre ont été commis. Rien de ce que je raconte ici ne change cela. Mais l'histoire est complexe. Les gens sont complexes. Et il est possible de reconnaître simultanément l'Allemagne a mené une guerre criminelle et des soldats allemands ont parfois agi avec honneur. Ces deux vérités ne se contredisent pas, elles coexistent. Pour Alexis Volkov et des milliers d'autres prisonniers de guerre soviétiques, cette expérience a changé leur vie. Ils sont entrés en captivité avec une image claire de l'ennemi. Les Allemands sont des barbares inhumains. Ils en sont ressortis avec une vérité plus compliquée. Les Allemands sont des humains, certains bons, certains mauvais, la plupart entre les deux. Un lieutenant soviétique nommé Dimitri Sokolov a écrit dans un journal secret après sa libération « J'ai appris qu'on peut haïr des ennemis sans nier leur humanité, qu'on peut combattre quelqu'un tout en le respectant. C'est une dure leçon, mais une leçon importante. » Cette leçon est aujourd'hui plus pertinente que jamais. Dans un monde plein de conflits, plein d'idéologies qui prétendent que l'ennemi est inhumain,
Nous avons besoin d'histoires comme celle-ci, des histoires qui montrent, même dans la pire guerre de l'histoire, des gens ont trouvé des moyens de préserver l'humanité. L'histoire du commandant Alexis Volkov ne s'est pas terminée en 1945. Il a vécu jusqu'en 1998, dans ses dernières années. Lorsque la Russie s'est ouverte, il a donné plusieurs interviews. Il a parlé de son séjour dans un camp de prisonniers allemands. Il a honoré publiquement le colonel Schneider. Et il a dit quelque chose qui a choqué beaucoup de gens. Les camps de prisonniers allemands n'étaient pas tous des camps de la mort. Certains étaient des endroits où l'honneur militaire a survécu. C'était controversé. Certains l'ont accusé de relativiser les crimes de guerre. Mais Volkov a insisté. Je dis la vérité, non pas pour défendre l'Allemagne, mais pour raconter l'histoire complètement. Des millions de prisonniers soviétiques sont morts horriblement, mais des millions ont survécu, et beaucoup d'entre nous ont été traités avec respect. Les deux histoires sont vraies. Il est mort à l'âge de 79 ans. À ses funérailles, il y avait un invité inattendu, un historien allemand, qui avait écrit un livre sur le camp de prisonniers, 326. Il a déposé une couronne avec l'inscription à un soldat courageux qui a construit des ponts, même pendant la guerre. C'est l'héritage de cette histoire. Pas que la guerre soit une bonne chose, pas que nous devions oublier les crimes, mais que même dans l'obscurité, la lumière peut exister, que le respect pour les uniformes ennemis n'est pas une faiblesse, mais une force, que l'honneur militaire peut être un antidote à l'idéologie. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Mes spectateurs ont partagé des histoires familiales incroyables, des grands-pères qui étaient dans des camps, des amitiés inattendues, des lettres retrouvées dans des greniers. Partagez l'histoire de prisonniers de guerre de votre famille ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous sauvons ensemble. Assurons-nous que ces histoires complexes nous survivent à tous.